Alors, bonjour Monsieur Ludgen. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Bastogne. Plaisir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être vous demander si vous deviez qualifier l'année politique en une expression. Elle fut rude sur le plan humain, puisque nous avons perdu un bourgmestre, le bourgmestre de Moucron, qui a été tué en début d'année scolaire, au mois de septembre. Donc ça m'a beaucoup marqué, sûrement. Et je viens de perdre un conseiller communal et ami à l'âge de 55 ans, donc sur le plan humain, c'était dur, et ça reste très dur. Maintenant, sur le plan politique plus large, au niveau national, régional, c'était une année de changement, nécessaire à mes yeux en tout cas, pour essayer d'ouvrir une nouvelle voie et pour apporter des meilleures réponses à l'ensemble de la population. Donc voilà, on ne va pas éviter le sujet, il y a clairement des affaires qui ont marqué le printemps, Publifin, SAMU Social, ISPPC, des affaires assez différentes mais qui ont quand même un point commun, c'est au-delà des fautes personnelles, c'est peut-être l'échec d'un système où on place des gens peut-être de son cabinet plutôt que par compétence, pour service rendu. En tout cas, ça doit nous amener à de mettre de l'objectivation dans l'ensemble des désignations, ça c'est sûr et certain, et de faire en sorte aussi qu'il y ait du travail, tout simplement. S'il y a rémunération, il doit y avoir du travail et des compétences. Ce qui n'était pas le cas au niveau de Publifin, en tout cas dans les comités de secteur de Publifin, puisque même sans travailler, on touchait de l'argent, ce qui est évidemment totalement inacceptable. Et pour vous, donc, ces affaires, c'était tout simplement de trop? Oui, alors il y a plusieurs éléments. Il y a d'une part, bien sûr, les affaires, que ce soit Publifin, que ce soit l'ISPPC de Charleroi et le SAMU Social. Là, je pense qu'on a quand même atteint l'écœurement absolu. Utiliser de l'argent public qui est destiné aux personnes qui sont sans abri à des fins de festivités et autres pour des mandataires, c'est totalement inacceptable. Ça donne la nausée. Et donc c'est plus que la goutte qui a fait déborder le vase en la matière. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, vous devez pouvoir vérifier si un partenaire, en l'occurrence le Parti Socialiste à l'époque, avait cette volonté de changer les choses, d'apporter des réformes nécessaires en la matière, ou s'il ne l'avait pas. Force est de reconnaître que... Vous sentiez un blocage. Oui, en tout cas, il n'y a pas cette dynamique et cette volonté d'avancer, pour plein de raisons qui leur appartiennent. Et dans le même temps, ça bloquait toute une série de dossiers importants en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles et à Bruxelles. Je vais en prendre quelques-uns. La téléredevance, l'accès pour les jeunes à la propriété, baisser les droits d'enregistrement, c'était une demande du CDH depuis 2014, c'était dans l'accord de gouvernement pas respecté par le partenaire socialiste. L'envie du partenaire socialiste de tirer vers l'extrême gauche avec la réduction du temps de travail, ce qui est formidable, on réduit le temps de travail pour tout le monde, vous gagnez le même montant, c'est le monde merveilleux qui n'existe pas mais qu'on promet à la population dans lequel moi je ne peux pas m'inscrire, parce que ce n'est pas sérieux, qu'on adapte le temps de travail pour des personnes qui effectuent des travaux pénibles en fin de vie ou en fin de carrière professionnelle, bien sûr, et d'adapter le temps de travail pour sa famille, quand on est jeune, qu'on a des enfants, etc. Bien sûr, il faut adapter le temps de travail, mais réduire de façon linéaire comme le propose le Parti Socialiste, ce n'était pas acceptable. Donc il n'y a pas que les affaires, c'est les affaires qui ont, d'une part, créé une forme d'immobilisme, il n'y avait pas cette volonté politique d'amener le changement, et des dossiers majeurs que je viens de citer, et j'en oublie beaucoup, qui étaient bloqués tout simplement par le partenaire. Le dernier pour moi qui est le plus important peut-être, c'est l'objectivation de la subsidiation. On aide le monde associatif, on y est beaucoup attaché au CDH, puisqu'on estime que le monde associatif représente une réponse importante de service à la population. Le Parti Socialiste a une vision beaucoup plus étatique, en disant que c'est l'État qui doit tout gérer, les administrations qui doivent tout gérer, et il n'y a pas souvent l'objectivation qui est admise. Demander qu'une objectivation et une transparence, c'était quand même pas une demande farfelue, me semble-t-il, et c'était pas possible de l'obtenir. D'accord. Et donc vous avez donc décidé de faire appel à d'autres partis pour créer une nouvelle majorité. Pourquoi, à votre avis, Écolo et Défi ont refusé? C'est à eux qu'il faut poser la question. Maintenant, je pense que c'est de la stratégie politique. De la part d'Écolo, c'est de dire ok, on a un an et demi des élections, être au pouvoir pour Écolo, c'est toujours une catastrophe parce que ça se passe pas souvent bien. Entre les paroles, les promesses et les actes, lorsqu'on exerce le pouvoir, il y a souvent un grand écart. Et donc ils n'ont pas eu cette volonté quelque part de prendre leurs responsabilités. Je le regrette parce qu'on ne peut pas tenir un double discours, à la fois de dire, comme l'a dit la présidente d'Écolo, Madame Katabi, tout début juillet, quand j'ai lancé effectivement cet appel à tout le monde pour se rassembler, pour se retrousser les manches, que le fait de mettre le Parti Socialiste dehors était une question de salubrité publique. On ne peut pas dire ça, et en même temps, quand on donne la possibilité effectivement d'apporter un changement
sur le plan politique, de dire dans d'autres on n'y va pas, quoi, et on se retire sur la pointe des pieds. Et dans le cas de défi, je pense que c'est un lien. Oui, mais c'est un lien, je pense, qui est quasi fusionnel avec le Parti socialiste. Monsieur Minguin a été membre de la commission terrorisme au niveau de la Chambre des représentants. Il a obtenu siège par le Parti socialiste qui lui a offert comme ça un siège en commission. J'ai constaté que voilà, c'était au fil du temps, il trouvait une excuse, puis un autre prétexte pour gagner du temps, et il n'acceptait pas de discuter sans la présence du Parti socialiste. Or, l'appel, c'était quand même qu'on puisse offrir des majorités alternatives à Bruxelles, en Fédération Wallonie-Bruxelles et à Bruxelles, sans le Parti socialiste. C'était ça le sens de mon appel. Donc, voilà, j'ai trouvé dommage qu'ils n'y répondent pas, qu'ils n'aient pas quelque part cette forme d'autonomie et d'indépendance que pour pouvoir venir dialoguer et parler sans être accompagné de Mme Mankelink ou de M. Di Rupo. C'est son choix, je respecte son choix, mais je pense que c'était assez clair de sa part. Il l'a d'ailleurs dit, je veux bien venir discuter, mais à condition que je vienne avec mes amis. D'accord, mais donc il vous reproche quand même de faire la leçon, d'avoir fait la leçon peut-être alors que votre parti n'était peut-être pas plus propre. Je ne sais pas ce que vous pouvez répondre à ça. Mais j'ai fait la leçon en personne, je l'ai dit, il y a effectivement dans différentes formations politiques des personnalités ou des personnes qui ont été touchées par ces scandales, et quand même des éléments qui sont fort différents d'une formation politique à l'autre. D'abord, la réaction par rapport à cela lorsque ça arrive. Deuxième élément, de pouvoir changer les choses. Réduire les rémunérations, réduire le nombre d'intercommunales, réduire le nombre de mandats. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous faisons même très concrètement maintenant, parce que les décisions ont été prises au niveau du gouvernement wallon pour réduire effectivement cette facture pour le citoyen. Donc oui, il y a cette volonté d'apporter le changement. Reconnaissons aussi qu'il y a un rapport à l'État, pour moi, qui n'est pas le même d'une formation politique à l'autre. Sans accabler le Parti socialiste, c'est trop facile. Il y a un rapport à l'État qui est l'État c'est moi quelque part, ou l'État ce sont eux. Ils estiment que lorsqu'ils sont au pouvoir, ils y sont depuis longtemps, l'État leur appartient. Ben non, l'État ne leur appartient pas. L'État appartient à la population, à l'ensemble des citoyens. Et surtout, on doit pouvoir donner la possibilité à chaque citoyen de s'émanciper, de s'épanouir, de ne pas être dépendant comme de l'État, ou d'être le moins dépendant possible de l'État et de pouvoir avancer dans son parcours de vie. Et là, l'État est bien sûr là pour protéger, pour soutenir, pour aider, pour faire en sorte que l'initiative publique, privée, associative puisse aussi se développer, mais on n'est pas là pour tenir quelque part. Donc ce rapport-là, il n'est pas le même, je pense, d'une formation politique à l'autre. Et quand même, le SAMU social, si je prends l'exemple du SAMU social, les SPPC de Charleroi, c'est quand même quasi exclusivement au Parti socialiste qu'on le doit. Alors je tiens à le dire très clairement, il y a des gens exceptionnels de qualité et de compétences au Parti socialiste. Vraiment, il y en a. Et il y en a certainement de nombreux, mais il y a ce rapport quelque part au pouvoir qui est pour moi malsain, tout simplement. Revenons sur la Wallonie. Peut-être en l'espace de 6 mois, vous direz que les choses ont quand même bien changé là, depuis le mois de juin. Je veux dire d'abord en termes de gouvernance, mais aussi en peut-être quelques mesures qui ont été prises. Très clairement, en matière de gouvernance, réduction du nombre d'intercommunales et d'organes en général. Il y a des fusions qui sont en cours. Le nombre de mandataires, il y a des centaines de mandats qui tombent. Donc, pas tout à fait rien. Sur les incompatibilités, les conflits d'intérêts, tout ce qui peut intervenir en matière de gouvernance, le travail, l'essentiel du travail est fait, il y a encore du travail, mais l'essentiel est réalisé. Il reste bien sûr des choses à encore améliorer, notamment par rapport à ce qui continue à se faire chez Netis ou chez Publifin, que les choses soient claires. Et à côté de cela, oui, des réformes qui vont dans le bon sens, notamment pour les jeunes, je pense à l'accès à la propriété. C'est quand même un peu particulier que la région wallonne vienne prélever, ou venait, puisque ça change à partir du 1er janvier, des montants importants en taxes par rapport à des jeunes qui veulent devenir propriétaires. On doit pouvoir encourager et soutenir l'accès à la propriété. Or, souvent, qu'est-ce qui se produit quand vous avez, on va prendre une maison de 200 000 ou un appartement de 200 000 euros, la banque vous demande des apports personnels, parfois de 50, voire 60, voire 70 000 euros. Bon, c'est pas tout à fait rien. Si vous ajoutez à ça les droits d'enregistrement, vous partez de 50 000 euros de la banque, plus les 25 000 euros que vous deviez payer de droits d'enregistrement, il faut 75 000 euros de départ quelque part pour avoir un bien entre 200 et 250 000 euros suivant les banques, suivant les éléments. Mais voilà, c'est donc un feu rouge à l'accès à la propriété. Le fait de réduire, d'étaler les droits d'enregistrement,
ça permet aujourd'hui, et ça va permettre cette année, à des jeunes de pouvoir se dire « Ok, le feu qui était orange ou rouge au niveau de ma banque, il va passer au vert et je vais pouvoir accéder à la propriété, qui est quand même quelque chose d'important dans une vie. » Voilà un exemple très concret. Les classiques de la suppression de la radio-redevance, l'assurance autonomie. Alors je sais bien qu'elle va être mise en place de façon progressive, mais c'est quoi? C'est de faire en sorte que nos parents, nos grands-parents puissent choisir tout simplement de dire « Ok, je veux aller en maison de repos ou je souhaite rester chez moi. » Si je souhaite rester chez moi, bah oui, j'ai besoin d'avoir du soutien au fil de ma vie, soutien en matière de repas, de soins de santé, etc., etc. Le fait d'avoir demain des moyens plus importants et de les dédicacer exclusivement à cela, ça va créer de l'activité et de l'emploi pour les personnes qui s'occupent des personnes âgées, et ça va permettre quelque chose qui, pour nous, sur le plan humain, est essentiel, c'est le respect du choix de chaque personne. De se dire, ok, j'ai aujourd'hui la possibilité, grâce aux services qui sont apportés, à des prix qui sont acceptables, de rester chez moi plutôt que d'aller en maison de repos. Ça concerne tout le monde un jour ou l'autre. Et ça concerne aussi les familles. Et ça ne concerne pas que les personnes âgées, parce que on est parfois dans la détresse à l'égard de ses parents ou de ses grands-parents, en se disant, ouais, on n'a pas le choix, ou il n'y a plus le choix, elle doit aller en maison de repos, parce qu'on n'a pas les services de proximité. Donc ça, c'est des éléments qui ont changé, qui sont importants. Le troisième élément, parce qu'il y en a beaucoup, pour moi qui était important, c'est quand même tout l'axe environnemental, l'axe climatique. On a pris des décisions plus fortes que, même à l'époque on était avec Écolo, de dire non au diesel d'ici à 2030, d'avoir tout le plan de Carlo Di Antonio en matière environnementale, climat et M. Cru pour répondre au pacte énergétique et pour que la Wallonie soit à la pointe en matière d'énergie renouvelable, de sortie du nucléaire, et cet élément-là est tout à fait neuf, en tout cas permet enfin aujourd'hui d'avoir une concrétisation de ces éléments-là. Et dernier petit point, c'est le bien-être animal, puisque c'est quelque chose qui est très fort chez Carlo notamment. Donc voilà, en gros, toute une série de mesures qui ont été prises, à la fois sur l'aspect climat, sur des aspects sociaux, sur des aspects aussi économiques et de relance, puisqu'il y a tout le plan d'investissement en Wallonie qui va intervenir pour dynamiser l'économie, l'emploi chez nous. Oui, voilà, bah justement, parlons d'emploi. Je vais peut-être revenir au gouvernement fédéral. Donc, Charles Michel se félicite souvent de ces réformes économiques, avec un taux d'emploi qui revient légèrement à la hausse. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je me demande, un peu des oubliés quand on voit, notamment au niveau des jeunes, l'explosion des chiffres au niveau des CPAS, de l'exclusion du chômage, il y a quand même une distorsion. Est-ce que vous essayez de compenser ça en Wallonie ou vous ne jugez pas que la politique est... Les chiffres, on peut les faire parler évidemment toujours de mille et une façons. On peut se réjouir que globalement la situation économique sur le plan européen est meilleure. Donc on voit que la croissance revient. Mais je l'ai toujours dit, nous autres, la croissance pour la croissance, bien sûr, il faut soutenir la croissance. Mais la croissance, elle génère effectivement de l'activité, elle peut générer de l'emploi, mais elle génère aussi des inégalités profondes dans la société. Si on voit, en fait, jusqu'au début des années 80, croissance et bien-être, épanouissement personnel allaient de pair. Donc quelque part, l'aspect de la croissance, l'aspect collectif et l'aspect individuel d'épanouissement allaient de pair. Et puis à partir du début des années 80, vous voyez qu'il y a un décrochage entre la croissance qui augmente et toute une série d'inégalités qui augmentent aussi, en tout cas un bien-être qui n'est plus là. Donc la croissance, c'est pas quand on dit ok, tout va bien, plus 2,3% de croissance cette année, soyez heureux, bonnes gens, dormez tous. Non, la vie c'est autre chose que ça, et la dimension humaine que nous voulons apporter, elle est différente. Parce qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux environnementaux, climatiques, sociaux, que vous n'avez pas retrouvé effectivement la croissance, sur le bien-être personnel, sur l'épanouissement personnel, ça ne se retrouve pas derrière la croissance. Donc il y a bien d'autres éléments qui doivent intervenir. Donc, par rapport à l'emploi, pour répondre plus à votre question, je crois que c'est une mobilisation de tous les acteurs. Bien sûr, d'abord les entreprises, le monde associatif et les pouvoirs publics qui doivent donner quelque part le cadre le plus ouvert possible pour permettre effectivement ces investissements. Et on doit le faire pour moi main dans la main avec le fédéral. Mais il y a beaucoup d'exclus derrière. Aujourd'hui, dans les politiques qui ont été menées, beaucoup d'exclusions chez les jeunes et aussi chez les personnes plus âgées où le seuil de pauvreté ne cesse de croître malgré effectivement un retour de la croissance. Enfin, en tout cas pour les allocations de chômage et les exclus, c'est une mesure qui datait aussi d'avant du gouvernement Michel, donc c'est vraiment un enjeu. C'était la mesure d'Irupo que nous avons, moi je les assume. Donc j'assume ces mesures-là. Il n'y a rien de pire dans la vie que de dire oui, on a pris ces mesures-là, comme M. Di Rupo a pu le dire à l'époque, quasiment contraint et soumis.
j'ai rarement vu des premiers ministres soumis, quoique, c'est vrai que parfois on peut se poser des questions, mais ne voulant pas assumer cette mesure. De dire, ok. Parce que ça pousse peut-être les jeunes à chercher, oui, à s'activer et tout ça. Enfin, mais le problème, c'est que dans un autre sens, ceux qui sont exclus, et comment est-ce qu'ils repartent de là? Mais pour moi, on doit pouvoir apporter des éléments de réponse et de correctifs par rapport à ce qui était décidé. Cela étant, sur la philosophie globale de départ, moi je pouvais m'inscrire dedans en disant, je dis bien sur la philosophie, je ne dis pas sur toutes les modalités, même si je les ai acceptées, donc je les assume, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est-à-dire que oui, lorsqu'on recherche du travail, on doit activement rechercher du travail. Mais reconnaissons que ce n'est pas possible partout. Qu'il y a des personnes qui sont tellement éloignées du monde du travail, pour toute une série de raisons. Il peut y avoir des accidents de vie, des accidents de famille, des accidents de santé, etc. qui interviennent. Ben, ces personnes-là, on doit pouvoir les aider, les accompagner, les soutenir et ne pas mettre des mesures d'exclusion à leur égard. Parce que quelque part, vous remplissez quelque part leurs difficultés, leur sac à dos de gros cailloux en plus pour pouvoir avancer alors que les difficultés sont déjà là. Donc il faut pouvoir faire la distinction entre celles et ceux qui veulent profiter d'un système, ne pas travailler, et il peut en exister dans notre société, reconnaissons-le, mais l'immense majorité des autres qui travaillent, moi je le vois bien, vous savez qu'en est mandataire communal, on voit les choses de façon beaucoup plus précise dans la proximité. J'ai une admiration absolue pour plein de jeunes, et j'en ai dans ma commune, qui tous les matins se lèvent pour aider les autres, pour aller indiquer le chemin ou protéger les enfants près des écoles, qui font des opérations de nettoyage au quotidien dans ma commune, qui sont parfois, je le dis, des gens qui ont des masters, donc voilà, je veux dire, c'est des gens qui ont fait parfois des études longues et qui se retrouvent dans des situations de précarité. Et comme quelque chose qui n'est pas normal, quoi. C'est totalement anormal. C'est évidemment totalement anormal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je veux dire, croissance n'est pas égale à réduction des inégalités. Et pour cela, il y a des politiques qui doivent être menées en matière de formation complémentaire pour certaines personnes qui ne sont pas suffisamment formées, mais aussi certainement de soutien dans le parcours de vie. Parcours de vie, c'est pas uniquement, on ne peut pas prendre simplement dire ok, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à votre recherche de travail si on ne prend pas la dimension humaine qui se situe à côté. Hein, et où on comprend mieux les choses. Mais ça demande un tout petit peu de temps, ça demande aussi de l'investissement, et ça permet parfois par la réinsertion professionnelle, et heureusement qu'il y a des succès aussi en la matière, à des personnes de retrouver le chemin du travail de façon progressive, de reprendre confiance en elles. La confiance en soi, c'est quelque chose de terrible. Moi, je suis sorti plusieurs fois peiné de rencontres que j'ai pu avoir, ou attristé en me disant, j'ai quelqu'un en face de moi qui est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de compétent, qui a tellement perdu confiance en elle, cette personne, qu'elle en perd ses propres moyens, ses propres compétences. C'est terrible. Il y a des jeunes, parfois de 25, 30, 35 ans. Et ça, ce n'est pas une réponse publique comme ça, réglementaire, qui intervient par rapport à des personnes comme ça. Il faut prendre le temps et il faut aussi, donc le forum a un rôle à jouer certainement. Le monde associatif joue des rôles aussi en la matière. Et ce n'est pas à coup de règlement et à coup de bâton qu'on parvient quelque part à truc. Et ça peut arriver à tout le monde. J'ai des accidents de la vie, ça peut arriver à tout le monde. Parce que j'ai parfois... Quand je lis parfois certaines choses sur les réseaux sociaux ou ailleurs, en fustigeant ceux qui cherchent de l'emploi et en traitant comme ça, de façon absolument abjecte, l'assistanat, essayons de comprendre un peu. Oui, effectivement. Moi, ça m'arrive aussi de mettre des gens en dehors de mon bureau parce qu'ils venaient me trouver, ils étaient dans une habitation sociale, tous les deux en forme, tous les deux 25 ou 30 ans, et ils m'engueulaient parce que je n'envoyais pas des ouvriers pour mettre un coup de peinture sur un mur où il y avait une petite trace dans leur maison, quoi. Et ils travaillaient ni l'un ni l'autre, quoi. Attendez, on vous donne le matériel, le gars qui est en pleine forme en face de moi, ça c'est pas acceptable non plus. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Mais c'est pas la majorité, hein. L'immense majorité sont des gens courageux qui essaient de trouver du travail et de se battre dans la société, parfois dans des difficultés qui sont énormes sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan de la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de la politique fédérale aussi, donc il y a évidemment la gestion de la politique de Theo Franken qui a marqué l'année. Moi j'ai une question, c'est est-ce qu'on le traite trop vite de fasciste? Comment qualifieriez-vous sa politique? Est-ce qu'elle est assez humaine ou parce que tout le monde demande sa démission? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est pas justifié? Enfin voilà, votre point de vue sur cette gestion en tout cas. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. L'essentiel, c'est quoi? C'est de pouvoir, d'une part, avoir une politique sur le plan
de l'accueil de réfugiés politiques ou de réfugiés de guerre, ce que nous avons connu jusqu'il y a peu, qu'on connaît encore par rapport à certains pays qui sont en guerre, soit civile, soit encore sous le coup de certains de bombes ou d'autres choses, on a une absolue obligation, d'abord de par les engagements qu'on a pris sur le plan international, mais sur le plan moral, de protéger ces personnes-là et de faire en sorte qu'elles puissent être accueillies correctement, dignement, et qu'elles puissent un jour avoir l'espoir de rentrer chez elles lorsque, effectivement, les conditions seront réunies sur le plan de la sérénité et sur le plan démocratique. Il faut toujours essayer de se mettre à la place des autres. C'est pas toujours évident de se mettre à la place des autres, mais se dire, ok, ça peut nous arriver un jour. À ceux qui sont les plus égoïstes et qui disent, laissez-les sous les bombes, qui se débrouillent, loin de nous, toute cette misère, on a assez de problèmes chez nous que pour en accueillir d'autres. Je rappelle toujours qu'il y a beaucoup de Belges qui ont été réfugiés. Alors, soit entre Belges, soit en France, en Angleterre. Après la Seconde Guerre mondiale, on était beaucoup touchés ici, vous le savez, par la bataille des Ardennes et ce qui s'est produit. Il y a beaucoup de familles de Bastogne, de ma région, qui ont été réfugiées en France, en Belgique, alors que parfois c'était à Bruxelles, à Koekelberg, qui est une place de Bastogne. La place de Bastogne, c'est parce qu'il y a des dizaines d'enfants qui ont été accueillis dans des dizaines de familles après-guerre, dans des familles qui étaient dans la difficulté, mais qui voyaient la difficulté plus grande des autres comme étant, la solidarité devait intervenir, des familles qui ont été en France, etc. Donc voilà, c'était un contexte international géopolitique différent d'aujourd'hui, en termes de mondialisation et de flux de migration, mais on doit tenir compte quand même de ces éléments-là. Par ailleurs, par rapport à M. Franken, la politique qu'il mène, il y a en tout cas quand même pour moi, il y a le mensonge et la dissimulation. Qui disent, écoutez, voilà, qu'il ait une politique X et qu'il l'exprime, c'est son droit. Ça ne correspond pas à ce que nous estimons comme étant à la fois suffisant pour respecter la dignité humaine, sans verser dans le laxisme. Parce que les personnes qui n'ont pas à se trouver sur notre territoire pour des raisons X, Y ou Z, bien sûr qu'on doit avoir une politique ferme en la matière, en matière de retour par rapport à des personnes qui n'ont pas besoin de cette protection. Mais là où il y a un gros problème, je ne connais pas un pays démocratique, que ce soit européen ou même au niveau mondial, qui accepterait qu'un ministre mente à ce point, dissimule toute une série de documents, mente à son Premier ministre, le contrelise, et qui reste en place. Et là, c'est pas possible. Moi qui s'appelle M. Franken, qui soit de la NVA, ou qui s'appelle M. Dupont, qui soit d'une autre formation politique, peu importe. Mais certains disent qu'il est intouchable parce que soutenu par son parti et par une bonne partie de la population. Oui, mais ça devient très dangereux. Alors ça devient très dangereux. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on peut verser dans le mensonge, dans l'inacceptable, et qu'il y a des règles particulières aujourd'hui dans notre pays pour une formation politique qui s'appelle la NVA, qui peut effectivement se permettre d'avoir des ministres qui dissimulent les éléments. On a déjà eu le cas un tout petit peu avec M. Yambon, je rappelle, parce que ce dossier-là, on l'a oublié, qui a accusé un jour un correspondant au niveau sécurité en Turquie de ne pas avoir fait son boulot. L'enquête a déterminé que le gars a fait son boulot, qu'il y a eu des problèmes ailleurs. Et même, Waterbeck l'a bien exprimé, c'est arrivé que des ministres démissionnent, non pas parce qu'ils avaient commis une faute personnelle, mais tout simplement pour assumer quelque part la responsabilité de l'État. Puisque, je vais prendre des exemples qui m'ont marqué, qui ont marqué l'opinion publique, lorsque M. Leclerc et M. Van Delanotte, à l'époque, sont ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur, démissionnent parce que Marc Dutroux s'échappe quelques kilomètres d'ici du tribunal de Neuchâtel. Objectivement, les ministres concernés n'étaient pas à côté de Marc Dutroux pour lui mettre les menottes et le tenir. Mais ils ont démissionné. Parce que, voilà, la responsabilité, au sens large, collectif d'engagement était là. Ils ont la dignité de le faire. M. Yann Bonne ne l'a pas fait. Et M. Franken ne le fait pas non plus. Voilà, dont acte, on sait qu'ils ont un comportement et un rapport à l'État qui n'est pas celui de démocrate pour moi, ou en tout cas de démocrate de règles ou de jurisprudence qui peuvent exister en matière de démocratie. Madame Galland a démissionné pour 100 fois moins que ça. Hein. Voilà. Mais moins soutenu peut-être par ses troupes. Oui, mais moi le soutien, oui, ok, le soutien c'est une chose, mais il y a quand même la responsabilité personnelle et l'engagement et de règles qui existent
et qui valent partout, qui valent dans tous les pays démocratiques, comme je l'ai dit. Et quand vous mentez au Parlement, que vous dissimulez des éléments et que vous mentez à l'égard vous contredisez le Premier ministre qui, in fine, a raison, si ça pose pas de problème, à ce moment-là, tout est permis, quoi. Le tout est permis et tout, la fin justifie les moyens. Donc, ça, c'est pas acceptable. Voilà. Parce qu'on sort d'un état de droit, pour moi, au fil du temps. Et doucement, mais on sort d'un état de droit. Oui, on ne peut pas mentir, on ne peut pas dissimuler des éléments. Quand il nous sort, oui, je n'ai pas voulu dire ça parce que je ne voulais pas créer un appel, truc, c'est que ça pour une réflexion, quoi. Je veux dire, il faut dire les choses, point. Il n'y a pas à dire en se disant, ah oui, mais attention, parce que peut-être que... ça n'a pas de sens. Et au-delà de ça, cette plateforme citoyenne, c'est carrément la preuve d'une faillite de l'État ou... Des personnes qui sont engagées pour pouvoir accueillir des personnes... Voilà, exactement. Qui se substituent quelque part à l'État, oui ou non? Ou qu'est-ce que vous pensez de ce côté positif aussi moi, je trouve ça extrêmement positif. J'en connais plusieurs personnes qui sont engagées en la matière. Je trouve ça positif. Pourquoi? Parce que ça crée aussi un lien très direct entre la population, les citoyens et les personnes qui sont accueillies. Là, allez, faut toujours rester mesuré et modéré. Par rapport au flux qu'on a connu suite à la guerre en Syrie, nos infrastructures publiques ne permettaient pas nécessairement d'accueillir dans de bonnes conditions tout le monde partout. Parce que, d'autant plus que M. Franken, quelques mois avant, a fait... Il s'agit de 300 personnes par nuit, donc ça doit quand même pas si... Il n'y a pas que cela. Non. Globalement, moi je vous parle de 2014-2015, essentiellement, où il y a eu, parce que M. Franken avait fermé certains centres d'accueil, on s'est retrouvé dans une situation avec le parc Maximilien, etc. C'était une faillite de l'État malgré tout, parce qu'on se renvoyait la balle entre la région, le fédéral, et on ne parvenait pas à accueillir des personnes dans de bonnes conditions. C'est pas acceptable. Bon. Mais il ne faut pas lui remettre toute la responsabilité non plus. Je veux rester modéré par rapport à cela. Le fait qu'il y ait des initiatives citoyennes et autres, je trouve ça effectivement extrêmement... on peut le voir de façon positive, pas nécessairement que parce qu'il y a une faillite de l'État ou des manquements de la part de l'État. Et ça peut changer le regard aussi. Bon, on a eu un centre ici, il y a quelques années, à Bastogne. Je me souviens de personnes qui manifestaient contre et qui finalement, après avoir connu les personnes, manifestaient pour. Voilà, donc ça peut changer le rapport. J'ai comme ça quelques témoignages de personnes qui, une fois qu'elles ont été au contact, qu'il y a eu ce lien humain qui s'est créé, voient les choses de façon fort différente. Et alors on va enfin se projeter un petit peu vers l'avenir. Bon, quand même. On ne va pas se le cacher. On ne va pas regarder dans le rétro tout le temps. Les sondages ne sont quand même pas terribles. Ça ne reste que des sondages, même très mauvais. Est-ce que vous restez convaincu que votre choix est le bon? Comment est-ce que vous voyez ces élections, donc d'abord communales en 2018 et après législatives en 2019, qui sont différentes Bien sûr, mais il n'y avait pas d'autre choix que d'amener à un moment donné une forme de changement important. Vous ne pouvez pas rester simplement en disant, écoutez, oui, il y a toutes ces affaires, il y a tous ces dossiers qui sont bloqués. Oui, je vous ai promis, moi, en 2014, l'assurance autonomie dont j'ai parlé tout à l'heure, une baisse des droits d'enregistrement pour que les jeunes deviennent propriétaires. Je vous ai promis la fin de la redevance. Je vous ai promis des réformes qui apportent plus de poids à la formation, le pacte d'excellence pour l'éducation. Mais c'est plus possible, donc voilà, je reste quand même au pouvoir parce que j'aime ça, et je reste avec les ministres parce que j'aime ça, et voilà, et vaille que vaille, on va aller comme ça jusqu'aux élections de 2019. Non. Vous y croyez? Mais c'est pas possible. Je veux dire, la trahison, elle était trop grande vis-à-vis des électeurs, et vis-à-vis des promesses que c'est écrit, c'est dans un document qui s'appelle la DPR, Déclaration de politique régionale en 2014. Avec un menu, le menu je l'ai annoncé, donc j'aime bien quand j'annonce un menu d'amener les plats, quoi. Si j'amène pas les plats, mais si je peux pas amener les plats parce que dans la cuisine, l'apprenti cuisinier ne veut plus venir ou a fermé le couvercle sur ce qui se passait et ne parvient plus à ouvrir le couvercle pour donner des trucs, c'est pas possible. Donc, voilà, il fallait apporter ce changement-là. Est-ce que je me suis dit à ce moment-là que c'était ça qui allait permettre quelque part à ma formation politique de... Jamais j'ai cru ça. Jamais. Non. Jamais je me suis dit que ça allait nous permettre quelque part de pouvoir avoir dans les sondages une espèce
de moments proches de l'euphorie, sûrement pas. Ça met du temps. Il y a l'aspect de la pédagogie, et c'est surtout les résultats qui vont compter maintenant, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que même si nous ne sommes pas parvenus à changer les majorités, parce que Défi était accroché au PS et qu'Ecolo n'a pas voulu prendre ses responsabilités en Fédération Wallonie-Bruxelles et à Bruxelles, il y a quand même des changements qui sont intervenus. Les choses ne se déroulent plus tout à fait de la même façon. Prenons quelques exemples. Les contrats programmes, oui, il y a une forme d'objectivation qui a été apportée. Je sais bien que ça ne plaît pas à tout le monde, mais il y a de l'objectivation, il y a de l'explication. Prenons d'autres exemples. Au niveau de Bruxelles, d'aucuns ont voulu placer telle ou telle personne, n'y arrivent plus tout à fait de la même façon qu'auparavant. On voit, je reviens à la Fédération Wallonie-Bruxelles, que le pacte d'excellence pour l'éducation avance de façon beaucoup plus importante. Voilà, donc même là, il y a des choses qui ont bougé. Donc il fallait le faire. Est-ce que j'en suis récompensé aujourd'hui au niveau... Nous en sommes récompensés au niveau des sondages. La réponse est clairement non. Il faut voir ça dans le temps. L'histoire, elle n'est pas terminée. Elle est loin d'être terminée. Comment se reconnecter avec votre base électorale, vous pensez? Un travail de tous les jours? Oui, on a un rendez-vous. D'abord, il faut rester soi-même. C'est la première chose. Rester dans ses convictions et dans les valeurs qu'on défend. Et puis, on a un rendez-vous électoral qui s'appelle le rendez-vous local. Moi, je donne rendez-vous à tout le monde, à tous les sondeurs et autres prédicateurs. Voyons, on est en début d'année, les boules de cristal, chacun regarde là, le CDH, ça va pas aller, regardez, on voit un truc, d'aller voir les tireuses de cartes et autres, donc, qui continuent à faire tout cela, et je donne rendez-vous début octobre pour savoir à quel niveau sera le CDH au niveau local, dans des listes qui sont des listes d'ouverture, parce qu'on souhaite avoir des listes d'ouverture, on l'a toujours eu, parce qu'on doit aussi être beaucoup plus en lien avec l'ensemble de la société civile, de sensibilités qui sont différentes. Plus important, c'est quoi? Dans l'absolu, ce n'est pas une formation politique. C'est un outil, une formation politique, ce n'est pas une fin en soi. C'est des valeurs que nous devons défendre, de dignité humaine, de sens des responsabilités, des droits, des devoirs, de tolérance, d'amour de l'autre, et de pouvoir transformer ça dans un projet de société et un projet politique. C'est pas évident. Et de se dire chaque fois quand je prends une décision, par rapport à ces valeurs que je défends. Et se dire humaniste, c'est à la fois très ambitieux et ça peut même être prétentieux quelque part, de dire c'est une prétention. Si on a cette prétention-là, et nous l'avons, parce qu'on a ça au fond de notre cœur, il faut à ce moment-là aussi, dans les décisions qu'on prend, être cohérent par rapport à cela. Et après, peut-être qu'il n'y aura pas la victoire électorale, peut-être qu'il y aura l'échec électoral. Mais l'échec personnel, je veux dire, au plus profond de soi-même, ça n'existera pas. Parce que moi, si j'étais resté sans bouger par rapport à tout ce qui s'est produit, je peux vous dire qu'à ce moment-là, parce qu'on me demande souvent est-ce que vous dormez bien, je ne dormais pas bien à ce moment-là, je dors mieux depuis parce que, oui, on essayait d'ouvrir une voie, de faire bouger les choses. On n'y est pas arrivé peut-être partout, pas arrivé comme on voudrait, mais on a au moins tenté quelque chose. Et on a quand même offert une nouvelle perspective. C'est ça qui m'anime, c'est pas le reste. Et c'est ça qui doit tous nous animer. Je pense que si on est dans ce comportement-là, et surtout au niveau local, c'est une épreuve de vérité, l'épreuve locale. Vous savez, vous pouvez raconter beaucoup de choses quand on se retrouve au niveau local. Citoyens, on voit ce qui a été réalisé, on voit si les promesses ont été tenues, on voit aussi quelles mesures ont été prises, en ce compris d'ailleurs en matière de gouvernance, de taxation, etc. On regardera les communes CDH par rapport aux autres. Pas trop de problème, j'attends un moment où on va le faire pour voir si effectivement les paroles et les actes étaient en harmonie. Donc je donne rendez-vous au mois d'octobre à tous les sondeurs, prédicateurs et autres tireuses de cartes, et il y en a de très agréables, pour qu'on puisse se retrouver ensemble et regarder ce que vous avez annoncé, et voilà les résultats, ce que les citoyens ont décidé. Les citoyens ne sont pas des moutons qu'on tond, comme certains voudraient les tondre, ou qu'on décide qu'on a été interrogé 5 personnes, et ça veut dire que les 200 autres pensent exactement de la même façon, parce qu'on a pris quelqu'un, on a une représentation. J'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet. Du dernier sondage, un de mes amis qui me téléphone, et bien, j'étais interrogé par une société de sondage. Bon, c'est bien, comme ça je dis, au moins c'est au moins un CDH. Quoi. Bon, c'est déjà pas mal, vu que ça va pas trop bien, c'est déjà au moins une bonne chose. Et alors il me dit, je peux t'avouer que j'ai eu, donc cette personne, pour vous dire, j'ai du mal de comprendre la personne qui m'appelait. Je rassure, la personne qui m'a appelé n'avait pas mon âge, c'est-à-dire un âge déjà avancé de 47 ans, quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi.
Donc, c'était est-ce que tu votes, monsieur CDH, la écolo, l'APS ou l'AMR enfin bon. Donc, il a répondu. Donc, ça, c'est très bien, et je le remercie encore. Il était très étonné à la fois des questions, et il se fait que cette personne, pour vous dire, est européenne, mais elle ne vote pas chez nous. Donc il a quand même dit à la fin à la dame, écoutez, voilà. Donc voilà, c'est pour l'anecdote, c'est pour rire. C'est simplement pour dire que tout ça, il faut prendre ça avec le recul nécessaire. Je ne vais pas vous dire que ça fait plaisir qu'on a un mauvais sondage, qu'on est super encore un mauvais sondage, certainement pas. Ouais. On doit aller de l'avant et vous verrez qu'aux élections locales, dans les 262 communes wallonnes, les 19 communes bruxelloises, les communes de la périphérie également, on verra combien de bourgmestres, combien d'échevins, combien de conseillers communaux, CDH, et puis on comparera ça par rapport aux autres formations politiques. Je pense ça sera un peu différent de ce que les sondages disent aujourd'hui. D'accord. Enfin, je le souhaite, et dans le bon sens, je le souhaite, parce que ça peut être pire aussi. D'accord, je vous remercie en tout cas Merci à vous. pour cet entretien.